Donc on va balayer la gamme des Mac et on va regarder quels critères prendre en compte pour choisir une machine dédiée à la production vidéo. Et je vous ferai mon retour sur mon propre MacBook Pro que j'ai acheté en décembre 2021. C'est parti! Déjà pour avoir une base pour mes explications, je vais vous dire le modèle que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc c'est le MacBook Pro 2021 M1 Max avec GPU 32 cœurs, donc c'est la puce M1 Max la plus puissante. En mémoire j'ai pris 32 Go et en stockage j'ai pris 2 Tera. Ce qui fait un prix total de 4 300 €. Donc vous avez mon modèle. Alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'il faut prendre celui-là évidemment, mais en tout cas ça nous fait une base et maintenant on va pouvoir regarder quels critères sont importants à prendre en compte pour faire le choix. Déjà la chose la plus importante c'est le processeur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un gros changement en 2020. Jusqu'alors, Apple faisait appel à des processeurs de la marque Intel, donc une marque extérieure. Et à partir de 2020, ils se sont mis à produire leurs propres puces, leurs propres processeurs. Ils les ont nommés avec la lettre M, donc ça a commencé avec le processeur M1, puis ensuite il y a eu le M1 Pro, le M1 Max. Alors pourquoi il est primordial de prendre un ordinateur avec une puce Apple M et non pas un ordinateur avec une puce Intel? Et bien parce que ça a apporté une révolution sur deux plans. Le premier c'est en termes de performance. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne suis pas un expert, mais en gros c'est des puces qui ont été conçues sur le même principe que les smartphones et les tablettes. Donc c'est des puces qui sont miniaturisées et qui produisent des performances beaucoup plus puissantes que les anciens processeurs entre guillemets comme ceux d'Intel. Et là où les Mac, c'est vrai, étaient peut-être un petit peu en retrait par rapport au PC en termes de performance, bah là depuis la sortie de ces nouvelles puces, ils sont vraiment revenus au niveau, voire même passés devant sur certains modèles équivalents. Et le deuxième pan, c'est l'énergie. C'est des puces qui sont bien moins gourmandes, ce qui fait que qu'on soit branché sur secteur ou qu'on soit sur batterie pour des ordinateurs portables, eh ben on va avoir les mêmes performances, ce qui est normalement impossible. Normalement, quand on débranche le chargeur, l'ordinateur baisse un petit peu sa puissance pour économiser de la batterie. Et justement, la batterie, on a une autonomie qui est beaucoup plus longue, vu que le processeur est beaucoup moins gourmand en énergie. Donc aujourd'hui, pour moi, ça serait une grosse erreur de prendre un Mac sous processeur Intel. Il y en a toujours en vente, ils n'ont pas encore renouvelé toute leur gamme, mais en tout cas, je vous le déconseille. On va donc regarder les trois critères importants que sont le processeur, la mémoire RAM et le stockage, le disque dur interne. Et ensuite, on verra quel ordinateur choisir, que ce soit pour les portables ou pour les fixes. Au niveau des processeurs, au moment où je sors cette vidéo, il y en a trois, le M1, le M1 Pro et le M1 Max. Mais à l'avenir, il y en aura forcément d'autres qui vont sortir, sûrement le M2, M2 Pro, etc., etc. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura toujours trois gammes, le processeur de base, le processeur Pro et le processeur Max poussé vraiment à son maximum. La puce M1, c'est celle qui est présente, on va dire, dans les ordinateurs grand public. C'est elle qui est sortie en premier, par exemple dans le Mac Mini et dans le MacBook Air. Elle permet de faire toutes les tâches de base, bien sûr, ça va de soi, traitement de texte, navigation internet, consultation de vidéos, etc. Mais on peut aussi faire du montage vidéo, ça fonctionne bien. Vous trouverez pas mal de tests sur YouTube du Mac Mini, notamment testé avec DaVinci Resolve. Franchement, moi j'ai vu des vidéos où c'est très fluide. Donc il ne faut pas se dire que parce que c'est la puce d'entrée de gamme, c'est pas possible pour faire du montage vidéo ou pour des choses professionnelles. Moi je pense que c'est une puce qui peut être suffisante pour faire du montage vidéo de base sans trop d'effets, ou alors même faire avec plus d'effets mais en utilisant des proxys ou des systèmes de rendu. Par contre, si vous voulez faire des effets un petit peu plus poussés, comme dans After Effects, ou alors faire de la 3D, ou même ouvrir plein de logiciels en même temps, je pense que la puce M1, là, va commencer à être un petit peu juste, et c'est pour ça que la puce M1 Pro sera plus adaptée. Sur le site d'Apple, ils disent que la puce M1 Pro peut facilement exécuter plusieurs applications professionnelles en même temps, qu'on peut faire de la retouche photo, de la visualisation 3D, et traiter des effets vidéo. Donc c'est une puce qui sera effectivement plus adaptée si vous avez l'habitude d'ouvrir plusieurs logiciels en même temps, si vous faites des effets vidéo un petit peu plus poussés, peut-être même sur After Effects, si vous avez envie de pouvoir exporter par exemple une vidéo pendant que vous continuez à travailler sur un montage ou alors sur une retouche photo pour par exemple préparer une vignette pendant que la vidéo s'exporte, et ben cette puce-là sera plus adaptée que la puce M1. Pareil en termes d'affichage, si vous branchez votre ordinateur à un ou plusieurs écrans externes, il faut savoir que la puce M1, il me semble, est limitée à un seul écran externe, alors que la puce M1 Pro permet de connecter deux écrans externes. Bien sûr, en termes de machine, la puce M1 Pro, elle n'est pas présente sur les mêmes ordinateurs que la puce M1. On a vu que la puce M1 était plutôt sur les ordinateurs entrée de gamme, le Mac Mini, le MacBook Air. La puce M1 Pro, elle est pour l'instant sur le MacBook Pro et elle sera sûrement sur un iMac Pro, donc des machines plus dédiées aux professionnels qui n'auront pas le même coût. Et enfin, la troisième, c'est la puce M1 Max que moi j'ai prise sur mon Mac.
Sur le site d'Apple, ils disent que la puce M1 Max permet de doter votre MacBook Pro de 64 Go de mémoire et ça permet d'améliorer les performances, notamment quand on exploite des fichiers très volumineux comme les modèles de réalité augmentée, des partitions musicales ou des timelines de vidéos en 8K. En gros, c'est une puce qui sera intéressante pour des tâches qui demandent énormément de ressources. Pour de la production vidéo, franchement, je suis pas sûr que ça change grand chose, à moins de faire effectivement de la modélisation 3D très complexe, mais sinon, je pense que la puce M1 Pro est largement suffisante. Et par rapport au nombre d'écrans externes, la puce M1 Max, elle, peut gérer carrément 4 écrans externes. Donc si vous avez une interface avec plein d'écrans branchés, c'est la puce M1 Max qu'il faut prendre. Alors pourquoi j'ai pris la puce M1 Max? Parce que je me suis dit c'est une telle révolution ces ordinateurs que c'est sûrement un investissement sur 5 voire 10 ans. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'à l'avenir je vais être amené à faire des tâches qui demanderont beaucoup plus de ressources. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc je me suis dit il vaut mieux mettre un petit peu plus d'argent, quitte à avoir une machine qui sera vraiment durable dans le temps. Alors après il y a aussi l'histoire des temps d'export de vidéos. On peut voir dans beaucoup de tests que entre la M1, M1 Pro et M1 Max, à chaque fois on réduit le temps d'export, forcément parce que ça calcule plus rapidement. Donc je sais pas, peut-être qu'une vidéo va s'exporter en 5 minutes avec la M1 Pro et en 3 minutes 30 ou 3 minutes avec la M1 Max, mais je suis pas sûr que ça soit une raison pour prendre la M1 Max. Franchement, on n'est pas à ça près quoi. Donc si vous êtes comme moi à vous dire je fais un investissement sur le long terme et je sais pas de quoi sera fait l'avenir, peut-être que j'aurai des tâches très complexes à faire, prenez la M1 Max, mais sinon la M1 Pro sera largement suffisante pour tout ce qui est montage vidéo et même les effets dans After Effects. Après vient se poser la question de la mémoire RAM. Donc la mémoire la plus basse qu'on a sur les ordinateurs entrée de gamme, c'est 8 Go. Apparemment sur les puces Apple, la gestion de la mémoire RAM n'est pas la même. Donc 8 Go de RAM sur une puce M, c'est beaucoup mieux que 8 Go de RAM sur une puce Intel. Donc j'ai envie de dire avec 8 Go de RAM, je pense que vous pourrez faire du montage vidéo de base sans trop d'effets. Mais par contre, je vous conseille vraiment de prendre 16 Go de RAM pour être tranquille. Il faut savoir que plus vous allez avoir de mémoire RAM, plus vous pourrez ouvrir de logiciels en même temps et moins vous aurez de saccades par exemple sur une timeline de montage ou alors de latence si vous travaillez sur une composition After Effects. Donc 16 Go de RAM, moi je considère que c'est le minimum si vous voulez faire du montage avec un petit peu d'effet. Et moi personnellement j'ai pris 32 Go parce que je me suis dit vu que je travaille souvent en même temps dans Premiere et dans After Effects, surtout que After Effects lui est très gourmand, et je voulais pas me limiter à ce niveau-là. Donc je pense que si vous faites du montage vidéo avec des effets poussés et que vous avez plusieurs logiciels ouverts en même temps, 32 Go de RAM ça sera bien pour vous. Après il y a aussi 64 Go. Pour moi, ça peut être intéressant si vous faites par exemple de la 3D, de la modélisation 3D très complexe, ou alors que vous faites de la musique avec une centaine de pistes. Là, ça peut être intéressant parce que effectivement, ça demande beaucoup de ressources. Mais pour de la vidéo, je pense que 32 Go, ça suffit largement. Ensuite, le troisième paramètre à choisir, c'est le stockage, le disque dur interne. En gros, est-ce que ça vaut le coup de se ruiner? Pour moi, la règle, c'est plus vous avez de stockage interne, mieux c'est. Parce que les SSD internes seront plus rapides que n'importe quel SSD externe que vous brancherez, donc vous aurez de meilleures performances en lecture et en écriture. Si vous êtes sur un portable, ça vous évite de vous trimballer avec des disques durs externes, de les brancher, de les débrancher, au risque d'avoir des problèmes de connexion ou de les faire tomber. Donc j'ai tendance à penser que 256 Go pour du montage c'est beaucoup trop juste, donc prenez au moins 512 Go, voire 1 Tera si vous pouvez. Et après, si vous avez du budget, n'hésitez pas à monter. Moi personnellement, j'ai pris 2 Tera pour être tranquille, sachant que la taille des fichiers va potentiellement devenir de plus en plus importante au fil des années. Et n'oubliez pas que le stockage interne sur un Mac n'est plus modifiable après l'achat. Donc vu que c'est un investissement sur plusieurs années, le choix doit être réfléchi. Après, si vous êtes sur un poste fixe, il y a de très bons SSD externes comme les Samsung T5 ou T7 qui sont de très bonne qualité et très peu chers. Et même pour du portable, moi j'ai toujours un Samsung T5 avec moi. Voilà pour le stockage interne. Maintenant qu'on a vu les 3 critères à regarder, qu'on veuille du portable ou du fixe, quel Mac choisir? Alors la gamme des Mac est assez large, donc on va séparer tout ça en deux, avec d'un côté les ordinateurs fixes et de l'autre côté les ordinateurs portables. Donc déjà si vous voulez un poste fixe, vous avez deux options. Soit vous avez déjà un écran, ou alors vous voulez choisir un écran mais pas chez Apple. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir le Mac Mini. Il faut savoir que le Mac Mini n'est disponible qu'avec la puce M1, donc c'est bien pour du montage de base avec quelques effets, mais ne vous attendez pas à une machine ultra puissante. Dessus, vous pourrez mettre 8 ou 16 Go de mémoire et entre 512 Go et 2 Tera de stockage. Donc ça peut être une bonne option si vous avez déjà un écran. Pour autour de 1000 €, vous vous en sortez avec une machine qui est quand même assez puissante. Ensuite, toujours pour les postes fixes sans écran
Au moment où je sors cette vidéo, il existe le Mac Pro, mais il est encore sous Intel. Mais je pense que dans les mois à venir, ils vont sortir un Mac Pro avec une puce Apple, type M1 Pro ou M1 Max. Et là, ça sera vraiment l'ordinateur à choisir si vous voulez un poste très puissant. Ensuite, si vous voulez un poste fixe tout en un avec un écran intégré, vous avez l'iMac M1 24 pouces. Lui aussi est disponible uniquement avec la puce M1, 8 ou 16 Go de mémoire RAM et entre 512 Go et 2 Tera de stockage. Donc pareil, c'est très bien pour du montage de base et des effets pas trop poussés, mais ça sera limité si vous ouvrez plein de logiciels en même temps et si vous voulez faire des choses plus complexes comme de l'After Effects. Je pense aussi qu'ils vont sortir prochainement un iMac Pro avec un écran plus grand et des puces plus puissantes type M1 Pro ou M1 Max. Donc pareil, ça sera plus adapté si vous faites de la production vidéo avec des effets poussés. Voilà pour les fixes. Maintenant on passe au portable. Là vous avez deux options. Soit vous recherchez la portabilité avant tout, et là vous avez le MacBook Air 13 pouces M1 qui est très compact et léger. Pareil, c'est la puce M1 avec 8 ou 16 Go de mémoire et entre 512 Go et 2 Tera de stockage. L'avantage, c'est qu'il sera très pratique à transporter. Pour du voyage, par exemple, c'est parfait. Il ne sera pas très lourd sur vos jambes. Et si vous faites du montage vidéo de base avec quelques effets, ça fonctionnera très bien. Par contre, si vous voulez faire des effets poussés, vous allez être limité. Et donc pour ça va être la deuxième option. Si vous recherchez la performance avant tout, vous avez les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Sur ces MacBook Pro, vous allez pouvoir choisir la puce M1 Pro ou la puce M1 Max, sachant que la puce M1 Max a deux versions, une avec 24 cœurs de GPU et l'autre avec 32 cœurs de GPU. Le GPU, c'est le processeur graphique, donc si vous faites des tâches qui demandent beaucoup de ressources en termes d'affichage graphique, vous pouvez prendre la puce 32 cœurs. Moi, personnellement, c'est celle que j'ai pris. Encore une fois, pas forcément parce que j'en ai besoin, mais plutôt parce que je mise sur l'avenir. Si vous prenez la puce M1 Pro, vous pourrez mettre 16 Go ou 32 Go de mémoire. Et si vous prenez la puce M1 Max, vous pourrez prendre 32 Go ou 64 Go de mémoire. Donc tout ça, on en a parlé, donc je reviens pas dessus. Et le stockage, ça va de 1 Tera à 8 Tera. Au moment où je sors cette vidéo, les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont donc les machines les plus puissantes, même si je pense qu'elles vont être rejointes par un iMac Pro et un Mac Pro. Sachez qu'entre le 14 et le 16 pouces, il n'y a aucune différence de performance. On peut les paramétrer exactement de la même façon en termes de processeur, de mémoire et de stockage. Par contre, vous allez avoir quelques petites différences. Par exemple, en termes d'autonomie, le 16 pouces durera un petit peu plus que le 14. Les enceintes du 16 pouces sont un petit peu plus grosses, ce qui fait que le rendu du son et des basses est un petit peu meilleur. Et enfin, le trackpad est plus grand, forcément, vu que le châssis du Mac est plus grand. Donc, ça donne un meilleur confort d'utilisation. La réflexion qu'on peut avoir aussi avec des machines si puissantes, c'est qu'elles peuvent à la fois nous servir d'ordinateur portable en déplacement, mais quand on est chez nous, on peut très bien les brancher à un grand écran externe et ça peut faire office de poste fixe. Donc ça peut éviter d'avoir à la fois un ordinateur portable et un ordinateur fixe, vu qu'on a les mêmes performances sur un portable que sur un fixe. Pour finir avec la gamme Apple, on peut se demander est-ce que les iPads sont adaptés pour faire du montage? Même si à ma connaissance, il existe de bonnes applications de montage comme notamment LumaFusion, moi je trouve que c'est pas assez avancé en termes de gestion de fichiers et d'interface de travail pour que ce soit considéré comme une vraie station de montage. Donc ça peut être bien pour monter rapidement quelques vidéos en vacances, mais pour moi ça s'arrête là. Voilà pour la gamme Apple qui va être amenée à évoluer, mais en tout cas vous avez un panorama des différents types de machines qui existent. Et maintenant je vais vous faire un retour d'utilisation après quelques mois avec mon MacBook Pro M1 Max. Il faut savoir qu'avant mon MacBook Pro M1 Max de 2021, j'avais un MacBook Pro de 2017. C'est la fameuse génération des MacBook Pro où ils ont décidé de supprimer tous les ports hormis 4 ports USB-C. Ils avaient mis un système de clavier pas agréable du tout avec une course de touches très courte. Ils avaient aussi remplacé les touches de fonction par la touch bar, une espèce de barre tactile qui changeait d'action en fonction des applications. Donc moi, il y avait pas mal de choses qui me bloquaient, à la fois en termes de performance, je trouvais que l'ordinateur n'était pas assez puissant, je devais systématiquement faire des proxys en montage, ou alors en termes d'ergonomie, ces histoires de clavier, de touch bar et de connectique, c'était un problème pour moi. Déjà en termes de performance, mon nouveau MacBook Pro, c'est clairement le jour et la nuit. Les exports sont bien plus rapides, j'ai pas forcément fait de calcul détaillé, mais je peux exporter des vidéos de 10, 15, 20 minutes en 5 ou 10 minutes, alors qu'avec mon ancien Mac c'était plutôt une demi-heure. Dans After Effects c'est plus fluide, j'ai moins besoin de faire des rendus pour voir le résultat de mes effets en temps réel. Et le Dynamic Link entre Premiere et After Effects est beaucoup plus performant. C'est-à-dire que dès que je modifie quelque chose dans After Effects, les compositions sont immédiatement actualisées dans Premiere, alors qu'avant sur mon ancien Mac, parfois ça s'actualisait pas, je devais attendre des fois plusieurs minutes, je devais quitter le projet, le réouvrir, donc c'était pas du tout optimal.
alors que là c'est quasiment instantané, donc pour ce genre de choses c'est radicalement différent. Il y a une différence aussi, c'est en termes de proxy. Avec les rushs de mon GH5 que je filme en 4K 10 bits 25 images par seconde, avec mon ancien Mac j'étais obligé de créer des proxys sinon je ne pouvais pas lire ça en temps réel. Et là avec le nouveau, je peux lire ça en temps réel sans créer de proxy, donc c'est vrai que ça montre la différence de puissance. Et même si je dois créer des proxys pour d'autres types de fichiers, c'est beaucoup plus rapide. Avant, sur mon ancien Mac, pour créer des proxys, je devais prévoir de faire ça le soir, la veille ou alors pendant une pause, à un moment où je ne travaillais pas parce que ça prenait toutes les ressources et c'était très long à exporter. Là, vu que c'est beaucoup plus rapide à exporter, je peux lancer ça pendant 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, je fais une petite pause et je reviens et c'est fait. Et encore mieux, je peux même continuer à travailler dans Premiere ou dans After Effects pendant que Encoder exporte les proxys. Ça n'a pas d'impact en fait sur les performances de mon logiciel sur lequel je suis en train de travailler. Alors qu'avec l'ancien, je pouvais clairement pas travailler pendant que Encoder exportait. Je pouvais même pas rédiger un mail ou aller sur internet. Ensuite, en termes d'autonomie, pareil, il y a une grosse différence. Déjà, le fait de savoir qu'on peut bosser à la fois branché sur secteur ou alors juste sur batterie avec les mêmes performances, c'est un gros plus. Ça veut dire qu'on peut potentiellement bosser à un endroit où il n'y a pas de prise à côté, donc c'est une prise de tête en moins. Et ensuite, j'ai déjà fait du montage pendant 5 ou 6 heures sans recharger l'ordinateur, ce qui est quand même assez dingue, alors qu'avec l'ancien, je pense qu'on devait pouvoir faire 2-3 heures maximum. Après, pour des tâches plus classiques, comme des mails ou de la navigation web, on peut tenir facilement la journée. Et enfin, j'ai beaucoup apprécié les améliorations en termes d'ergonomie. Déjà, le clavier est beaucoup mieux, on a des touches qui sont plus profondes, donc plus agréables quand on appuie dessus. Ils ont supprimé la touch bar qui pour moi était un gadget, et ils ont remis des vraies touches de fonction physique. Et pareil, ça fait du bien d'appuyer sur des vraies touches et d'avoir la vraie sensation d'appuyer sur quelque chose. C'est vachement bien de retrouver la prise HDMI qui permet de se brancher à un écran externe sur son bureau ou alors n'importe où en déplacement sur une télé ou sur un écran sans forcément penser à emmener un adaptateur. Le retour de la carte SD est aussi pratique pour pouvoir décharger les images de son appareil sans servir d'un adaptateur. Et enfin le chargeur MagSafe qui est pratique, qui évite d'envoyer valdinguer le MacBook si on met un coup de pied dans le câble. Donc voilà pour mon retour sur mon MacBook M1, j'en suis ultra satisfait, c'est un super investissement. J'espère vous avoir aidé à choisir votre machine de montage. En tout cas, avec les nouvelles puces Apple, je pense que vous ne serez pas déçus quoi qu'il arrive. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!